Bonsoir Guy Vincent. Salut Marcel, Alors, devoir 3. devoir 3 est prêt, donc on va essayer d'en parler un petit peu. Oui. Alors, amenons le texte ici. Donc, le prétexte ici, c'est d'avoir un algorithme qui nécessite l'utilisation d'une file. Donc, ça, c'était le point de départ pour la conception du devoir. Exactement. A posteriori, on se rend compte que c'est un devoir qui touche beaucoup d'éléments qui sont fort importants en programmation. Oui, 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 en fait ça va toucher beaucoup plus que les fils, on va même introduire des concepts dont on va parler dans les semaines à venir. Donc c'est vraiment pas mal comme devoir. Donc, en particulier, on va parler de copie profonde, qui est vraiment un concept où on ne va pas bien bien loin en programmation si on ne comprend pas l'implication là, de ces copies-là qui partageraient des objets. Voilà. Des concepts qu'on rencontre tout le temps. Certains langages d'ailleurs offrent directement le concept de copie profonde versus copie pas profonde. Mais donc là, on va pouvoir le faire complètement à la main, comme on aime bien le faire en- Dans ce cours-ci. dans ce cours-ci. Ça va être aussi l'occasion là, de lancer des exceptions au moment approprié dans nos programmes. Oui, bien sûr. Maintenant on est familier avec ce concept, on va pouvoir les utiliser. Et ici, on va avoir quelques opportunités pour les exceptions. Donc, je pense que pour chaque méthode, il faudrait s'assurer là, de vérifier les préconditions, c'est-à-dire quelles sont les valeurs des paramètres, qu'est-ce que ce sont des valeurs valides, et est-ce que l'état de l'objet est correct là, pour que ça vaille la peine d'exécuter les instructions qui suivent. Exactement. Si ce n'est pas le cas, hop, on envoie une exception. Ouais. Donc, on va utiliser une file pour résoudre un problème qui est un problème de parcours en largeur, de fouille dans des espaces d'état. C'est quelque chose qu'on revoit ou qu'on voit souvent en intelligence artificielle. Ouais. Donc, vous avez remarqué qu'on a peut-être un intérêt aussi à la mode, donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a donc ce problème qui s'appelle en anglais Instant Insanity, qui est un problème de cube. Moi, j'ai un petit cube que je me suis fait moi-même, où j'ai imprimé. Guy Vincent a la version réelle. Exactement. Très joli cube, mais ça, c'est quand même mieux. Ouais. Donc là, ce problème, il est simple. Nous avons 4 cubes. Chaque cube a un certain nombre de couleurs. Je pense qu'il y a en tout 4 couleurs sur chacun des 4 cubes. Donc chaque cube a 6 faces, évidemment. Et donc les couleurs sont répétées. Et l'idée, ça va être de construire une tour de 4 cubes, un empilement, ce qu'on va appeler une solution, de façon à ce que chaque face ait les 4 couleurs. Ou une autre façon de le dire qui va être plus pratique pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de couleurs répétées sur une des faces de la solution. Et donc, cette propriété-là est vraie pour chacune des faces de la tour. Les 4 faces de la tour. Voilà. Donc, c'est un problème qui est facile à énoncer, mais qui est pas si simple à résoudre en pratique à la main, en tout cas. Relativement compliqué. Quand on y pense, il y a beaucoup de solutions ici. Donc, si on regarde un des cubes et on essaye de poser un deuxième cube, donc là par exemple, jusqu'à présent, la solution est correcte parce qu'il n'y a pas de répétition. Et maintenant, j'essaye de rajouter un cube. Et là, c'était bon, là, c'était bon. Et là, hop, j'ai une répétition. Et maintenant, si j'essaie encore une répétition, là, ça a l'air d'être bon, mais ici, c'est plus bon, etc. etc. Et donc, avec les 4 cubes, si j'essaye de résoudre ce problème, a priori, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des cubes, prendre un deuxième cube, un troisième cube, un quatrième cube.
je vais constater que la solution n'est pas bonne. Donc je vais essayer de bouger un des cubes. Et puis, après avoir bougé mon cube et constaté que j'arrive pas, donc en l'occurrence je peux bouger ce cube autant que je veux, je vais jamais arriver à une bonne solution parce que j'ai déjà un problème avant. Donc ensuite, je peux me rendre compte et donc commencer à bouger un autre cube, rebouger le cube du début, etc., etc. Et on va rapidement faire un petit calcul et se rendre compte que ça va prendre beaucoup de temps. Oui. Donc on va voir ça dans une seconde. Mais c'est ça le problème. C'est essayer de trouver une solution. D'abord trouver une solution, ensuite trouver une solution efficace à ce problème en utilisant donc ces parcours. Oui. Donc, on vous propose une certaine architecture pour cette application-là. Donc, il y aura une classe cube, une classe solution, une classe solve. Donc, c'est important de considérer ces classes-là dans la perspective où elles contribuent toutes à solutionner le problème. Ouais. Donc, pour bien comprendre les particularités de cubes, il faut se souvenir qu'on va utiliser ces cubes-là dans les méthodes qui sont dans la classe solve. Entre autres, vous allez voir, là, je pense qu'on a introduit certaines idées qui, encore une fois, martèlent ce clou-là, qui est vraiment important, de bien séparer les problèmes. Tout ce qui va appartenir à cube et à ses manipulations est inséré dans la classe cube. Et la classe solve sera très générale. En fait, l'algorithme qu'on va présenter ou que tu as peut-être déjà présenté en classe pour le parcours dans un labyrinthe est très semblable. Très similaire à celui-là, oui. Okay, donc, il y a des cubes qui représentent chacun des cubes. Les solutions, c'est tout simplement une solution partielle. Donc, une petite tour, une solution pourrait contenir un cube, 2 cubes, 3 cubes et 4 cubes. À 4 cubes, c'est déjà une solution qui est complète, mais pas nécessairement valide. Solve propose 2 algorithmes. Donc, le Generated Test, ça va être l'algorithme exhaustif, pas très malin, et l'autre, Breadth First Search, ça va être celui qu'on va vouloir implémenter pour avoir une solution optimisée. Donc, en passant, on introduit des idées, là, des concepts qui viennent de Java, qui permettent de bien programmer. Il y a les types énumérés de Java qui permettent d'implémenter des constantes d'une façon typée, fortement typée, et donc, comme toujours, de détecter très tôt certains types d'erreurs dans nos programmes. Passons à la classe cube. Donc, un cube, c'est vraiment... c'est ceci. Ça mémorise les couleurs pour chacune des 6 faces. Il y a un constructeur ici qui nous permet d'initialiser un cube, qui reçoit les éléments dans un tableau, et l'information est dans cet ordre-ci. Donc, la couleur du dessus, de l'avant, droite, arrière, gauche et en dessous. Voilà. Et ça va être important parce qu'il va y avoir l'idée de remettre le cube dans sa position initiale. Et ça, c'est la position initiale. Oui. Ensuite, il y a des méthodes d'accès pour lire chacune des couleurs. Donc, ça retourne l'information de type color. Voilà, de quelle couleur est le haut, de quelle couleur est la droite, etc. pour un cube donné. Il y a une méthode toString, on vous montre comment ça marche. Donc, je me crée un nouveau cube. Une question que j'ai eue en classe était au sujet de ce type énuméré-là, color. Dans l'exemple qu'on donne, si on va à la toute fin ici, le type énuméré a été placé à l'intérieur de la classe E2, mais un type énuméré, on peut très bien sauvegarder ça dans son propre fichier. Donc ici, dans le cas du devoir, on parle de color.java qui contient l'information, la déclaration du type énuméré. Donc, ce n'est pas nécessairement imbriqué. OK. L'élément qui est vraiment important sur lequel on doit s'attarder un peu, là, c'est cette idée-là de changer l'orientation d'un cube. Alors, pour ça, il faut, encore une fois,
constatait que donc un cube, c'est une position. Initialement, quand on le crée, il est dans une position. On peut changer sa position. Alors si vous réfléchissez un peu, si vous considérez le cube avec une face donnée en haut, ben, sa position peut être la position dans laquelle il est. Vous pouvez lui faire un quart de tour, un quart de tour et un quart de tour. En fait, vous avez 4 positions. Ensuite, on revient à la position et initiale. Si on continue, on est revenu à la première position. Vous avez 4 positions différentes pour un cube avec sa face en haut. Et maintenant, il y a 6 faces qui peuvent être en haut. Donc en fait, il y a 6 fois 4 positions. Donc un cube peut avoir 24 positions, à 24 positions et uniquement 24 positions. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable de regarder les 24 positions d'un cube pour construire nos solutions. Et ces 24 positions-là, comme Guy Vincent l'expliquait, il y a quand même, il faut y réfléchir un peu là, pour passer systématiquement à travers les 24 orientations possibles. Ben, c'est pas si compliqué, mais c'est pas si simple non plus. Donc, si on avait à solutionner le problème en entier, c'est-à-dire trouver une solution où on a nos 6 cubes empilés, en même temps qu'on réfléchit sur les façons de faire pivoter le cube, ben, ce serait assez compliqué. Ici, on propose un paradigme qui est assez élégant où, de l'extérieur, on demande au cube de se transformer. On lui dit « as next ». Est-ce que je pourrais te transformer? S'il me dit oui, je lui dis « transforme-toi », il pivote. Je n'ai pas à réfléchir, est-ce que je veux aller vers la droite, vers la gauche? Je lui demande « pivote ». Et je peux faire ça 24 fois. Puis ensuite, si je demande à l'objet de pivoter à nouveau, ben, il va me lancer une exception au visage me disant ben, on a atteint le maximum. Il fallait donc vérifier avant, est-ce que as next est vrai avant de faire cette dernière transformation-là. Voilà, parce que là, ce qu'on veut, c'est que les transformations nous retournent toujours une nouvelle solution. Et une fois qu'on a retourné 24, ben, on n'a plus de solution nouvelle, on ne pourrait que retourner une solution qu'on a déjà vue, et ça ne nous intéresse pas. Ouais. Et on a fourni un petit exemple ici où on a créé un cube, on a fait appel à sa méthode reset pour s'assurer que, hop, il revient en position initiale, comme il avait été créé. Puis là, on a ce paradigme-là où, tant qu'il est possible de faire un appel annexe, c'est-à-dire while c.hasNext, on fait un appel annexe, et dans ce cas-ci, on affiche le cube. Donc, next, c'est une méthode du cube. On demande simplement au cube next, next, next. Et ça devrait marcher 24 fois après un reset. Puis l'exemple est assez complet. Là, on fait ensuite un reset, puis on repasse à travers la boucle. Donc, vous voyez vraiment toutes les transformations s'afficher à l'écran comme ça. Et bien entendu, dans le même ordre. Donc ça, c'est pour un cube. C'est ce que ça a l'air de l'extérieur. De l'extérieur, un cube possède une méthode hasNext, reset et next, et chaque fois qu'on va appeler sa méthode next, il va pivoter. On n'a pas à réfléchir, il pivote. Ouais. Donc, si j'étais capable de faire ça dans le monde physique, ça serait beaucoup plus facile de résoudre le problème. Parce qu'au lieu de faire comme je faisais tout à l'heure, en essayant de tordre les machins et surtout en essayant de me souvenir ce que j'avais déjà essayé, là je pourrais simplement dire bon, toi next, toi next, toi next. Je pourrais avoir une stratégie et je pourrais facilement, relativement facilement, peut-être pas rapidement, mais beaucoup plus facilement trouver la solution. Donc, une fois qu'on se déplace à l'intérieur de la classe cube, là, il faut réfléchir à savoir comment on va implémenter le mécanisme proposé next. Pour faciliter la description, c'est là où on décrit des opérations qui ne sont pas nécessairement des méthodes. Voilà. C'est simplement quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose entre vous et nous, pour parler du cube.
Donc, il y a une opération rotate, puis là, on dit ça provoque une rotation vers la droite du cube autour de l'axe dessus-bas. Donc, c'est vraiment, comme tu mettrais, là. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a une opération right roll qui Pour vous, ça va être comme ça. qui fait pivoter le cube vers la droite autour de son axe avant-arrière. Il y a le truc qui est symétrique, left roll, où c'est toujours autour du même axe, mais on pivote vers la gauche. Puis on a imaginé une opération qui s'appelle identité, qui le remet dans sa configuration initiale, celle où il avait été créé. Alors bien entendu, il y a d'autres opérations. Là, on a simplement identifié 4 parce que on va pouvoir s'en sortir avec ces 4 opérations. Mais on pourrait avoir un twist qui nous ferait des choses plus ou moins compliquées avec des axes en diagonale. Oui, on a beaucoup expérimenté au cours des 2 dernières semaines. Peut-être qu'on vous donnera nos 5 versions éventuellement. Mais on s'est beaucoup amusé. Et donc, ce qu'on vous suggère, c'est ici une façon très, très systématique de passer à travers les 24 orientations possibles sans jamais visiter 2 fois la même orientation, sauf à la toute fin. Donc, il y a vraiment ici une petite recette que vous pouvez implémenter. Donc, au début, c'est identité. Oups, on revient dans la position initiale. On fait 3 rotate. Ça devrait dire identité. Identity. Oui. Oh, pas identify. Pas identify. Ah, OK. Petite correction. Oui, il n'y a pas de point bonus pour celle-là. Et ensuite, on fait un petit roll right. On fait des rotate. Roll right. Rotate 3 fois. Roll left. Puis si vous imprimez un petit cube comme moi, ou vous achetez des beaux cubes, ou vous travaillez dans votre tête, vous pourriez vous convaincre que ça fait l'affaire. Donc, nous, on l'a implémenté, ça marche. Vous pouvez nous croire. As-tu autre chose à ajouter pour ce mécanisme-là? Non. Peut-être qu'on va en profiter pour dire que jusqu'à présent, on vous disait toujours compiler. Oui, oui. Et effectivement, il faut compiler. C'est pas la peine de continuer si ça compile pas. En fait, compiler, c'est juste le fait que ça compile, c'est un peu le niveau 0. Mieux que compiler, il faudrait mieux que ça marche. Et ici, vous allez utiliser ce cube pour le reste. Donc, pour construire la solution, pour essayer de résoudre le problème. Si vous avez votre programme dans lequel vous avez à la fois toute l'idée autour de la solution de l'empilement de cubes qui est partiellement valide, à la fois l'algorithme de fouille pour trouver la solution, à la fois l'implémentation du cube, et que tout ça a ses propres bugs, vous n'allez pas vous en sortir. En particulier, on va introduire dans quelques minutes une idée de copie profonde qui, si on n'a pas bien implémenté cette copie profonde-là, on va vraiment avoir des bugs assez curieux. Oui, des effets de bord. Des effets de bord assez sérieux. Donc, c'est vraiment important de bien déboguer cette partie-là du devoir avant de procéder. Voilà. Et en règle générale, il ne faut pas hésiter à passer du temps. Il faut éviter en fait de construire un trop gros édifice et ensuite essayer de voir si ça marche. Ou essayer de trouver les sous-parties qui ne marchent pas à partir du tout. Il vaut mieux faire du test unitaire et donc essayer de tester chaque partie indépendamment. Et donc là, en l'occurrence, avec votre méthode cube, avec votre classe cube, une fois qu'elle est implémentée, on vous encourage vraiment à écrire vos propres tests et à vous assurer, autant que vous pouvez, que votre classe marche comme vous le souhaitez, avant de continuer à faire autre chose. C'est ce qu'on a fait pour notre propre implémentation. On avait une batterie de tests pour le cube, donc ça a été agréable. ça a marché. Ça a marché. OK. Donc, poursuivons avec copie. Ah, oui. Donc,
il y a une idée importante en programmation qui est l'idée que lorsqu'on a des variables références puis qu'on se met à copier les objets, ça fonctionne de façon assez simple, où on n'a pas de souci quand c'est des variables qui sont des variables d'un type primitif, mais dès qu'on a des variables références, là, on a la possibilité d'avoir des représentations de graphes, là, si on imagine nos objets comme étant des graphes. On a des graphes où on partage des objets. Oui, parce que quand vous copiez en fait une variable référence, ce que vous copiez, c'est la référence. Donc les deux copies référencent le même objet. Donc ici, dans le PDF, là, on a la variable référence A désigne un objet qui a une variable d'instance titre, time et reminder. La référence time désigne un objet temps, titre désigne une chaîne, un temps désigne un temps de départ puis un temps de fin ici, d'autres objets time. Et ce qu'on a fait ici, c'est on a fait la copie de A, on a créé un second objet qui est désigné par B, mais puisque on n'a pas fait ce travail-là de bien séparer les objets, ce qu'on a tout simplement fait, c'est qu'on a copié la valeur de A.title dans B.title, de sorte que ces références-là sont partagées. Voilà. Donc là, on a déjà une copie, cependant. C'est pas simplement, si on avait simplement fait A égale B, ou B égale A plutôt, à ce moment-là, il y aurait simplement un seul objet et B et A auraient la même référence. Donc là, il y a déjà eu du travail pour obtenir une copie, mais elle est superficielle. C'est-à-dire que l'objet a été dupliqué, c'est-à-dire que toutes les valeurs de toutes ces variables d'instance ont été dupliquées. Mais toutes les variables d'instance qui correspondent elles-mêmes à des références, eh bien, elles font référence toujours au même objet derrière. Donc, ce qu'on appelle une copie profonde, c'est l'idée que lorsqu'on a des variables qui sont des variables références, il faut poursuivre le travail une étape de plus, cloner ou copier ces objets-là, et eux-mêmes vont faire des copies profondes. Donc, si ces objets-là possèdent des variables références, ils vont pousser le travail plus en amont, puis s'assurer de faire ces autres copies-là. Voilà. Et donc on va avoir une duplication des objets référencés par notre objet, et en cascade, ces objets-là, s'ils référencent d'autres objets, vont aussi être dupliqués. Et donc en la fin, on va avoir deux ensembles complètement séparés. Et c'est ce que le diagramme B montre. Si on a fait une copie profonde, le résultat est que les objets ici qui étaient partagés ont maintenant été dupliqués et qu'on a répété en cascade ce procédé-là. Donc là, ici, cet objet-là qui représentait 11h30, ben on en a deux copies. Puis l'objet qui représentait 13h, lui aussi a été copié. Voilà, la copie profonde. C'est la copie profonde et voilà. Donc, il y a une méthode copie. Puis, il y a aussi un constructeur qui reçoit la référence d'un autre cube et qui doit initialiser celui-ci pour être une copie profonde du cube désigné par other. Donc, ils ne doivent pas partager des références vers des variables, des objets communs. Voilà. OK, donc ça, c'est le cube. Ensuite, la solution est relativement simple. Oui. C'est un contenant pour y déposer 1, 2, 3 ou 4 cubes. C'est un ensemble de cubes, chacun dans une position donnée. Là, le cube connaît sa position. Donc, il y a un constructeur qui reçoit un tableau de cubes. Ici, déjà, on a pris soin là, de vous donner des indications. Initialise cette solution à l'aide des cubes se trouvant dans le tableau. Puisque l'orientation des cubes est susceptible de changer, il faut vraiment les copier. Parce que ce qui risque d'arriver, ce que vous allez avoir comme bug, c'est deux solutions qui, en fait, ont les mêmes cubes. Et à ce moment-là, dans l'algorithme, quand on va faire next, dans une solution, toutes les solutions verraient des transformations.
Voilà. Et donc, ça, c'est inutile parce que ça veut dire qu'on aurait une seule solution. On travaillerait avec une seule solution. Ensuite, il y a un constructeur qui, pour l'instant, peut vous paraître un peu étrange. C'est un constructeur qui reçoit la référence d'une solution et d'un cube. Et l'idée, c'est que dans l'algorithme de parcours en largeur, nous, on a imaginé que ce serait utile de prendre une solution partielle et de poser la question, si j'ajoutais ce dernier cube, est-ce que ce serait une solution valide? Si oui, on va la conserver. Voilà. Et c'est là qu'on va utiliser ce constructeur pour pouvoir faire ça facilement, en fait. De façon à ce que la solution soit... que l'objet solution se charge de ce genre de choses et l'objet résolution puisse simplement dire ajoute, est-ce que tu es valide, construis-toi, et n'est pas à se préoccuper de comment est-ce qu'on fait pour rajouter un cube sur une solution. Donc, comme je le disais, une solution, c'est finalement un petit contenant dans lequel on met des cubes. Donc, il y a une méthode size qui retourne le nombre de cubes. Pour déboguer cette solution-là, ça peut être utile d'avoir une méthode getCube qui va retourner le cube à l'index spécifié par pos. Les deux méthodes qui vont être très utiles, c'est isValid et isValid qui reçoit la référence d'un cube. Donc, isValid, on demande à une solution, est une solution valide. Voilà. Donc, petit test. S'il n'y a qu'un seul cube, c'est valide. Ça devrait être valide. Et puis ensuite, deux cubes. Ici, c'est pas valide déjà. Donc, si je serais... voilà une solution valide à 2 cubes, etc. Ensuite, il y a la méthode isValid qui reçoit la référence d'un cube. C'est donc isValid est une méthode d'un objet solution. Donc, Guy Vincent a une solution. Moi, j'ai un cube. Et la question qu'on répond ici, c'est si j'ajoutais ce cube-là, est-ce que ça produirait une solution qui est valide? Et clairement, dans ce cas-ci, c'est non. Alors, si on rajoute un cube, toujours dans l'idée qu'un cube a une orientation à un moment donné. Donc, quand on dit on rajoute un cube, ça veut dire ce cube dans cette orientation. Ensuite, il y a une méthode toString, donc ça, c'est pour l'affichage. Ça va être utile parce que justement on essaie d'avoir plusieurs implémentations et on veut essayer de voir s'il y en a une qui est plus efficace que l'autre. Et pour ça, il va falloir avoir un peu des statistiques. Oui, c'est ça. Donc, on voulait un peu vous donner, faire la démonstration que c'est utile. Il se trouve que même la méthode GenerateAndTest est très efficace. Pas efficace, mais est très rapide. Oui. Parce que les CPU de nos jours sont très rapides. Oui, ça prend pas beaucoup de temps pour trouver bêtement la solution sur un ordinateur. Quand nous, on a étudié, quand nous, on a fait notre bac, ça prenait des minutes pour solutionner ce problème-là. Donc, getNumber of calls, ça va retourner le nombre total d'appels à la méthode isValid. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs objets solutions. Et isValid, le getNumberOfCalls retourne le nombre total d'appels à la méthode isValid pour l'ensemble des objets solutions. Oui. Donc, il y a probablement un concept Java qui permettrait de faire ça. Voilà. OK. Et finalement, la classe Solve implémente les deux algorithmes de fouille. L'un qui est la fouille exhaustive et l'autre qui est le parcours en largeur. GenerateAndTest. Donc là, au passage, on vous a donné la définition des 4 cubes avec... Donc, c'est ceux-ci que vous devez utiliser. Voilà. GenerateAndTest, c'est l'approche exhaustive. Donc, c'est vraiment celle qui va tenter les 24 orientations possibles pour le premier cube, suivi des 24 orientations possibles pour le deuxième, suivi des 24 orientations possibles pour le troisième, suivi des 24 orientations possibles pour le dernier. Elle va vraiment... chaque fois, elle va voir
est-ce que cette solution est valide? Puis elle fait le travail juste à la fin. C'est une fois qu'on a déposé le dernier cube, on lui demande est-ce que ça c'est valide? Donc c'est là où c'est bête, parce qu'on n'a pas possiblement qu'on aurait très tôt pu détecter des problèmes. Mais non, la solution elle est très bête. Elle se rend jusqu'à la fin, puis elle pose la question est-ce que ça c'est valide? Voilà. Donc ça c'est la première méthode. Celle-ci, je pense que conceptuellement, elle a l'avantage qu'on est convaincu qu'on n'a pas loupé aucune solution, puisqu'on les essaie toutes. Voilà. Donc, conceptuellement, on est certain que ça fonctionne. Et si jamais on n'est pas complètement certain, je pense qu'on peut assez facilement deviner combien on devrait avoir de solutions. Et donc, dans le cours de son débugage, on peut s'assurer qu'on a effectivement vu ce nombre de solutions. Oui, dans ce cas-ci, l'appel à la méthode get number of calls devrait retourner un nombre magique. Voilà. Breadth first search, le parcours en largeur, c'est un algorithme que moi j'utilise assez souvent dans ma recherche quand je veux solutionner certains types de problèmes là, tout de suite. C'est quelque chose qui me vient en tête facilement. C'est un algorithme où on débute avec, dans une file, on place chacune des 24 orientations possibles. Qui sont toutes donc des solutions valides. Oui. Puis ensuite, on va aller chercher à l'avant de la file une première solution partielle. Puis on va regarder les 24 extensions possibles, c'est-à-dire comment on pourrait ajouter un nouveau cube, et il y a 24 façons de faire ça. À chaque fois, cette fois-ci, on va être intelligent. Si on observe que cette solution partielle-là est déjà une solution qui n'est pas réalisable, pour laquelle on a des couleurs dupliquées, il est évidemment inutile d'ajouter des cubes à cette solution-là. Elle ne deviendra jamais valide parce qu'on est mal parti. Donc, celles qui ne sont pas valides au début, ben, on les laisse tomber. Voilà, elles ne retournent pas dans la file. Et l'algorithme va, comme ça, sortir de l'avant de la file des solutions partielles valides, regarder les 24 extensions possibles, celles qui sont valides, on les remet à l'arrière, puis on procède comme ça jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les solutions possibles. Voilà, parce que contrairement à l'exemple du labyrinthe, en tout cas l'exemple du labyrinthe que moi j'ai donné en cours, quand on fait des recherches comme ça, on peut chercher la première solution, qui en l'occurrence, enfin pour le labyrinthe, nous donnait aussi la plus courte, ou une des plus courtes, où on peut chercher toutes les solutions. Et ici, on veut toutes les solutions. Oui. D'ailleurs, on voit que les algorithmes à implémenter retournent une file qui contient toutes les solutions. Voilà. Finalement, il y a des points bonus. Petit point bonus encore. Oui. Donc les deux premières méthodes, une doit être plus efficace que l'autre, mais sinon elle doit faire la même chose. Oui. Ils vont retourner, effectivement, c'est ça. Ils vont retourner les mêmes solutions. Peut-être pas dans le même ordre, peut-être, probablement dans le même ordre. Ça, c'est vraisemblable, mais c'est pas, c'est pas possible que ce soit pas dans le même ordre. Sauf que il se trouve que il y a des symétries. On ne veut pas donner trop. On ne veut pas vous en dire trop, mais ces solutions-là, oui, il y a une certaine redondance dans ces solutions. Et la question bonus, c'est est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il y a de redondant dans ces solutions et est-ce que vous pouvez proposer maintenant une implémentation qui ne va retourner que des solutions qui sont vraiment uniques. Si vous moi, je recommande de ne pas aller sur Internet. Sur Internet, je ne pense pas que vous allez trouver des choses, de toute façon, qui vont vous aider beaucoup. Je ne sais pas, je ne suis pas allé. Mais
vous risquez de trouver des petites recettes. C'est-à-dire un peu comme les cubes Rubik sont populaires, puis sur Internet, on trouve des recettes qui nous permettent de changer les positions rapidement des cubes. Donc avec Instant Insanity, ce que vous allez trouver sur Internet, c'est des recettes qui vous disent comment placer les cubes. Et ça, c'est pas intéressant. Oui, non, il n'y a aucun point pour nous dire ce que vous avez trouvé sur Internet comme configuration. OK. Donc, Voilà. est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Donc, comme toujours, on nous soumet des fichiers zip, pas des RAR, pas des jar, pas des machins 7 ou je ne sais quoi. Oui. Des zip avec la bonne structure, avec un Javadoc, avec une classe StudentInfo. Et avec les fichiers qu'on vous demande. Alors cette fois-ci, on ne vous a pas donné de fichiers, donc il va falloir que vous travailliez depuis de vous-même. On vous a quand même imposé un certain nombre de méthodes, Ouais. Donc il va falloir suivre ça. Mais à part ça, vous pouvez vous pouvez faire ce que vous voulez. OK. Donc, on poursuit la discussion sur Piazza. Voilà, si vous avez des questions, vous savez où nous joindre. OK. Ciao. Salut!